accord avec le CLUSIR, on a choisi effectivement de traiter ce sujet et de recentrer en fait cybersécurité et intelligence économique parce que les deux sujets sont intimement liés. Ça va être le but de la présentation. Et moi, l'intelligence économique a été mon fil conducteur depuis toutes ces années et plus particulièrement la cybersécurité plus récemment. Mais l'objet n'est pas de parler de moi, mais c'est pour vous expliquer le pourquoi, effectivement, on a introduit ce sujet aujourd'hui. Alors, je n'ai pas, moi, le chat ni les mains levées, mais je ne fais pas de sondage à main levée pour savoir qui connaît le sujet. Je vais essayer d'en brosser le portrait avec un rapide topo historique en introduction. Le but, ce n'est pas de faire long sur le sujet, mais bien de vous situer de quoi on parle. Alors, voilà, j'allais dire, je n'ai pas la main pour tourner ici, c'est bon. Alors, le concept d'intelligence économique, il n'est pas récent. Il date des années 50. Sous une appellation, on peut retrouver diverses appellations, business intelligence dans sa version anglo-saxonne, parce qu'intelligence économique en français, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est toujours un petit peu là que le bas blesse. C'est quand on parle d'intelligence économique, on ne sait pas de quoi on parle. Et moi, quand je dis je fais de l'intelligence économique et je me présente sous le chapeau consultant intelligence économique, effectivement, ce n'est pas toujours très explicite. Donc, à l'origine, l'intelligence économique ou la business intelligence, c'est ce concept des années. Alors, je n'ai pas la main sur le clavier, j'ai que la main à la souris. On va essayer de faire délicat. C'est d'abord l'utilisation de techniques guerrières, on parle de renseignement, on est dans une approche qui est plutôt militaire, où il s'agissait de collecter de l'information à caractère économique pour servir les intérêts d'un État. Donc, on est plutôt dans cette approche étatique, une approche défensive et une approche protectrice, comme je l'ai dit, dans le cadre de laquelle on va utiliser le renseignement militaire, le renseignement d'État. Donc, le concept, il a plutôt germé dans ce contexte-là, après-guerre, et dans le contexte militaire. Et puis, petit à petit, effectivement, c'est un concept qui va s'étendre au monde de l'entreprise et qui va connaître différents univers. Alors, on parle souvent de 3 cercles d'intelligence économique. Il y a l'intelligence économique entreprise, l'IEE, si on parle en sigle, où là, on va s'intéresser au savoir de l'entreprise, à ses savoir-faire, à ses données à forte valeur ajoutée. Et l'idée va être de travailler sur ces contenus, sur cette matière, que sont les savoirs, les savoir-faire et les données à forte valeur ajoutée de l'entreprise. Alors, ils sont multiples. Quand moi, j'ai été conseiller en région sur ces sujets-là, et quand j'approchais des entreprises plutôt de petite taille, on me disait c'est pas pour moi. Si, une donnée à forte valeur ajoutée, c'est un fichier client. Donc, un fichier client, c'est une information à protéger dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas se dire c'est une matière qui ne va pas m'intéresser et qui n'est pas pour moi. L'intelligence économique, elle va intéresser toutes les entreprises. Et puis, par extension, on va voir quels sont les piliers sur lesquels elle repose. Donc, l'intelligence économique entreprise, elle va s'intéresser à ces contenus-là. Et l'intelligence économique étatique, j'en ai un petit peu parlé en introduction, et on l'a vu. Là, on touchera au monde du renseignement. On va parler de sécurité économique, et notamment en France, il y a une grande direction du ministère de l'Intérieur qui est la DGSI, la Direction Générale de l'Information de l'information stratégique, sécurité économique. On va s'intéresser de la sécurité intérieure, pardon, et on va s'intéresser à la sécurité économique. La sécurité économique, c'est quoi? C'est la protection du patrimoine de l'entreprise, son patrimoine matériel et son patrimoine immatériel, ses savoirs et ses savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure. Et on va sensibiliser les entreprises à ces sujets-là et aux potentielles prédations d'acteurs économiques étrangers ou d'États ennemis ou pas forcément amis. Donc, intelligence économique entreprise, intelligence économique étatique. Et puis, il y a une troisième typologie d'intelligence économique, c'est l'intelligence économique territoriale. L'intelligence économique territoriale qui, elle, va s'intéresser plutôt aux infrastructures d'un territoire, à l'attractivité d'un territoire. Et qu'est-ce qui va constituer l'attractivité d'un territoire? Ce sont, je le disais, ces infrastructures, ces structures d'accueil pour les entreprises, les grandes entreprises qui y sont implantées et qui peuvent drainer de potentielles ressources humaines qui vont venir
doter ce territoire de plus grandes compétences, de plus grands savoirs, de plus grands savoir-faire et rendre le territoire toujours plus attractif. Donc l'intelligence économique, elle a plusieurs facettes, on le voit bien, entreprise, étatique, territoriale. Et nous, là, ce matin, l'idée, c'est de zoomer un petit peu sur l'entreprise et plus particulièrement sur les sujets qui vont nous intéresser au travers de sécurité et cybersécurité. Alors, une fois qu'on a décrit ces 3 cercles, j'ai du mal à switcher sur les planches. Juste toujours pour faire un petit focus sur comment elle a évolué cette discipline, parce qu'on va voir que c'est intéressant de comprendre pourquoi, enfin d'où on est parti et où on arrive aujourd'hui. Dans les années 90, il y a de premiers rapports ministériels qui ont commencé à poindre avec notamment le rapport Martre, Henri Martre qu'on voit ici, où il était question de davantage protéger le monde de l'entreprise, de l'apprendre à se défendre des attaques d'entreprises concurrentes et dans le cadre duquel, dans le cadre de ce rapport, on essayait d'identifier les secteurs dits stratégiques et qui allaient devoir être l'objet d'une attention particulière pour l'État français. C'est ce que, par extension, on appellera les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels aujourd'hui, qui sont les entités qui vont porter l'énergie, le militaire, la défense, voilà, qui sont les acteurs sur lesquels on va porter une attention particulière pour les services de sécurité, par exemple. Mais tous les sous-traitants de ces secteurs d'activité vont être dans le spectre et vont devoir faire l'objet d'une protection particulière. Donc ça, c'est le premier rapport étatique. Moi, j'ai commencé sous ce rapport-là à exercer dans ce monde de l'IE en France. On sensibilisait, on essayait de vulgariser un petit peu ces aspects-là. Puis dans les années 2000, il y a un autre rapport étatique, le rapport Carayon, qui a vu le jour, et où là, on a commencé à introduire des notions un petit peu différentes. On a parlé d'espionnage économique. Effectivement, se défendre d'attaques, ok, mais les attaques, c'est quoi? Ça peut être de l'espionnage économique. On peut avoir des opérateurs étrangers qui viennent dans nos entreprises, ou même de Français à Français, et qui viennent faire de l'espionnage sur le savoir-faire de nos entreprises. Alors, au travers d'un salarié, d'un stagiaire, d'un potentiel partenaire. Après, ça prend diverses formes. Il y a un poste qui a été créé, qui est le poste de haut responsable en intelligence économique, et on s'est intéressé au travers de ce rapport-là au monde de la protection des entreprises et du patrimoine français par extension. Donc, une fois que ce décor était planté, une fois que ces 2 rapports étatiques étaient sortis, il y a eu d'autres phases intermédiaires que je vous passe. Mais effectivement, on a commencé à inscrire une démarche un petit peu plus structurée de ce qu'était l'intelligence économique en France et à sensibiliser les entreprises à ces sujets-là. L'idée forte qui était sous-jacente à tout ça, c'était le souhait profond, c'était d'apprendre aux entreprises à mieux gérer leur système d'information. Et on va voir que finalement, l'intelligence économique, si on doit la résumer aujourd'hui, c'est pas, et ce qu'il faut surtout pas retenir quand on parle d'intelligence économique, justement, c'est nébuleux, c'est mystérieux, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, c'est absolument pas l'espionnage, pour le coup, ça c'est ce contre quoi on va devoir lutter. On n'est pas, quand on fait de l'IE, un James Bond ou une James Bond girl. Ça se saurait si j'étais une James Bond girl. Donc l'idée, c'est à l'opposé de ça, ou pas à l'opposé, mais en tout cas en réponse à ça, c'est un schéma qui va permettre de structurer le système d'information de l'entreprise et qui va reposer sur 3 piliers. Les 3 piliers de l'intelligence économique, on va le voir. Donc, il y a le monde de l'entreprise, c'est le grand cercle que j'ai planté au centre. Il va y avoir en amont de l'entreprise la veille. Elle va devoir surveiller son environnement. Alors qu'on soit opérateur de la sécurité de l'entreprise, qu'on soit DSI, qu'on soit responsable des achats, qu'on soit, quelle que soit notre fonction, mais dans la sécu, on doit faire de la veille effectivement pour s'informer de quelles sont les menaces, comment je dois m'en protéger, c'est quoi l'actualité géopolitique, l'actualité sectorielle, mon secteur d'activité, l'actualité géographique, c'est qui les concurrents qui m'entourent, c'est qui mes clients potentiels, être en veille, être à l'écoute. Et ça, c'est l'information entrante dans l'entreprise. C'est ce dont on va se nourrir dans la périphérie de l'entreprise pour alimenter l'entreprise. Au cœur de l'entreprise, on va retrouver ce noyau sécurité, pas que cyber, mais sécurité au sens large. Et on va voir que la sécurité, c'est plus que la cybersécurité, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et on va voir pourquoi c'est intéressant de prendre en compte tout le périmètre.
Donc la veille vient alimenter l'entreprise et vient abonder sur sa sécurité notamment, mais pas que. Et puis l'entreprise, elle va émettre de l'information. Il va y avoir de l'information sortante qui part de l'entreprise, c'est la communication, c'est l'influence. L'entreprise, elle va devoir se montrer, se faire voir, se rendre visible, travailler sa réputation. Et tout ça, c'est l'influence, voire plus le lobbying. Et l'intelligence économique, finalement, c'est tout ça. C'est, je pars de la veille, je vais voir ce qui se passe à l'extérieur pour alimenter mon entreprise. Je communique de l'information autorisée à être communiquée. C'est là qu'on va s'intéresser à qu'est-ce que j'ai le droit de communiquer sur mon entreprise. Et on va parler de la confidentialité et on va le retrouver dans l'information sortante. Et le spectre de l'IE, c'est tout ça. C'est ce qui rentre, ce qui sort et ce qui est dedans. Voilà. Qu'on a dit ça, on a tout dit ou on n'a rien dit. Donc voilà les 3 piliers de l'IE, veille, sécurité, influence. Donc celui qui va nous intéresser, c'est celui du milieu, bien sûr, c'est la sécurité. Et l'IE, elle a encore d'autres aspects, et je l'ai dit en introduction, elle était d'abord défensive dans les années 50, quand elle a vu le jour, mais elle a aujourd'hui 2 aspects. Elle peut être offensive et elle peut être défensive. Et on voit bien que faire de l'influence, communiquer, c'est plutôt offensif. Faire de la sécurité, c'est plutôt défensif. Et puis, au cœur de tout ça, là, on le voit, on a replacé les 3 univers, influence, sécurité économique, veille. On a le spectre offensif, on a le spectre défensif. Et on va devoir, avec cette discipline, détecter des menaces, exploiter des opportunités. Donc, on va devoir correctement utiliser tout ce qu'on va capter à l'extérieur et comment on va communiquer soi-même à l'extérieur, comment on protège à l'intérieur, pour faire preuve d'actions offensives et d'actions défensives qui vont nous permettre de détecter des menaces et d'exploiter des opportunités et de devenir meilleur. Le but, c'est toujours de tirer l'entreprise vers le haut et de faire que l'entreprise soit meilleure dans ce qu'elle va être, dans ce qu'elle va faire, dans ses performances et dans sa visibilité, dans son rayonnement vis-à-vis de ses concurrents, de ses partenaires, de ses clients, de ses prospects. Voilà pour les aspects de l'IE. Alors si on recentre la sécurité maintenant au cœur de ce dispositif-là, si on est soi-même opérateur de la sécurité informatique et de la sécurité au sens large, et ben soi-même on va devoir s'appliquer toutes ces règles, toutes ces bonnes pratiques en fait. Donc on va parler sécurité, on va parler sûreté. La sécurité, sûreté, la nuance entre les deux, effectivement, négligence, malveillance. Est-ce qu'on doit se prémunir d'une menace extérieure? Est-ce qu'on doit parer à toute maladresse ou toute négligence d'un collaborateur? Tout ça va être à considérer, ça va être un tout. On ne va pas devoir cloisonner les disciplines. Et ça va être le maître mot du discours que moi je vais essayer de vous tenir ce matin, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire qu'on va devoir fonctionner avec les autres acteurs de l'entreprise, avec les autres acteurs de notre secteur économique et surtout bien prendre en compte tout le périmètre d'action de l'entreprise au sens très élargi. C'est une question aussi de gouvernance, parce qu'on va voir que tous ces sujets-là, s'ils ne sont pas appropriés par une direction, s'ils ne sont pas pilotés, s'ils ne sont pas portés, ça ne marchera pas. Il va falloir qu'il y ait des impulsions qui partent du haut pour dire qu'il va falloir protéger, il va falloir faire de la veille, il va falloir communiquer et de quelle façon il va falloir communiquer. Et ça, effectivement, la discipline de la sécurité va s'inscrire dans cette démarche-là. Donc, faire de la veille, quand on est, je l'ai dit, dans la sécurité, on va devoir faire de la veille. Il va falloir faire de la pédagogie, puisque soi-même, on va devoir vulgariser sa propre discipline et expliquer à l'entourage pourquoi on fait les choses. Quand on est acteur de la sécurité de l'entreprise, il va falloir expliquer pourquoi on met en place des mesures de sécurité. Il ne faut pas que ça soit vécu comme quelque chose de contraignant, donc il va falloir expliquer. Et ça sera vrai pour tous les métiers. Donc les métiers devront se parler entre eux pour s'expliquer pourquoi ils font les choses et pourquoi c'est au service de l'entreprise et c'est pas contre ni les salariés de l'entreprise ni l'entreprise. Il va falloir faire montre de communication vis-à-vis de l'interne, vis-à-vis de l'externe.
La communication, elle sera aussi importante dedans que dehors. Et puis le maître mot de tout ça, c'est la transversalité. On va le voir, ça va devoir, tout ça va devoir communiquer interservices et vis-à-vis de l'extérieur. Alors en interne, on le voit bien, la sécurité, bah, elle va s'adresser à tous. Donc les personnes en charge de la sécurité vont devoir parler à tous les métiers et se faire accepter et faire accepter leurs contraintes, entre guillemets, de tous les métiers. Et puis à l'inverse, d'autres services vont devoir aussi parler au service de la sécurité, au service des achats, au service de la R&D, au service de la compta, pour expliquer pourquoi on fait les choses. Donc la sécurité, elle est au cœur du dispositif, on l'a vu, elle est centrale, et puis c'est surtout le noyau de l'entreprise, dans l'entreprise. Donc ça, tout ça, c'est une vision à 360 degrés. Et entre les métiers, on va voir qu'il y a une logique de co-responsabilité. Alors ça transpire beaucoup parce que moi, de par mon métier, je suis aussi amenée à faire de l'accompagnement RGPD. Donc, soit je vois pas vos visages, mais soit il y en a qui se crispent quand je dis RGPD, soit vous acquiescez. Parce qu'en fait, le RGPD, moi, je promeus absolument le RGPD comme un moyen de faire de la sécurité dans l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on regarde de près le RGPD, c'est 75% de la sécurité du SI, donc voire plus. Et cette logique de co-responsabilité, elle va être très prégnante dans ce texte, qui dit bien que on va devoir porter une espèce de solidarité les uns avec les autres, mais c'est encore plus vrai avec nos sous-traitants, nos partenaires externes, quand il va s'agir de protection des données à caractère personnel, sur comment nos sous-traitants et comment nos partenaires traitent les données qu'on leur confie à l'extérieur de l'entreprise. Et nous, à l'intérieur, on va devoir border ces sujets-là, mais en se souciant de ce qui se passe au-delà. Donc, soi-même, dans notre service de sécurité, d'IT, d'achat, de compta, de direction, de R&D, on doit sécuriser, on doit protéger. S'intéresser à ce que font les autres services, parce que si c'est mal sécurisé dans un autre service qu'on fait soi, ça n'a pas de sens. Si la compta transfère à la R&D une donnée que la R&D elle-même ne protège pas, ça sert à rien que la compta la protège. Et encore plus quand on va le confier à des tiers hors les murs, qui eux-mêmes ont le devoir de protéger, et la co-responsabilité, elle est inscrite là dans le RGPD, dans le sens où vous allez devoir vous soucier de comment les données sont protégées à l'extérieur pour ne pas vous être tenu responsable d'une fuite qui interviendrait chez un de vos sous-traitants. Donc, ce maillage-là, il est hyper important. On ne peut pas se dédouaner de dire je m'occupe de mon précaré dans mon service et puis après moi le déluge, je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur et ce n'est pas mon problème. Si, c'est le problème de tous et on doit travailler intelligemment les uns avec les autres. Donc l'IE va aider à tout ça. L'IE va aider à ce que tout le monde se parle et à ce que toutes ces disciplines coexistent et qu'on tende vers quelque chose de pertinent ensemble. Autre petit zoom pour préciser ce qu'est le périmètre de l'information sensible, même si je viens de le toucher du doigt. Dans l'entreprise, on va avoir des informations de tiers gérées par l'entreprise. Quand on est soi-même sous-traitant, peu importe le domaine, on est sous-traitant, par exemple, dans la métallurgie, pour le secteur aéronautique, et pour un gros opérateur aéronautique, on est un petit opérateur de la métallurgie, on va nous confier des données, nous, entreprises, qui ne sont pas les nôtres, mais qui sont des données de tiers gérées par l'entreprise. On peut avoir aussi des informations de l'entreprise gérées par l'entreprise. Bon, ça, c'est le b.a.-ba. On est entreprise, on a des salariés, les données nous appartiennent. On a de la R&D, c'est nos savoir-faire, ça nous appartient. C'est l'info de l'entreprise gérée par l'entreprise. OK. Troisième périmètre, l'information de l'entreprise gérée par des tiers. On a soi-même des sous-traitants et on confie à des tiers des données. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, on a de l'information qui sort de l'entreprise, mais qui nous appartient, dont on doit se soucier. Et puis enfin, de l'information de tiers gérée par des tiers, effectivement, moi, sous-traitant de la métallurgie de l'opérateur aéronautique, les données de l'opérateur aéronautique sur ses salariés ne m'intéressent pas, ne me concernent pas. Donc si je fais un schéma, on a de l'information sensible sur ces 4 univers-là.
Et tout ce qui va m'intéresser, moi, c'est tout ce périmètre-là. Ce n'est pas l'information de tiers gérée par des tiers, mais je vais devoir être vigilant sur l'information de tiers gérée par l'entreprise, l'information de l'entreprise gérée par l'entreprise et l'information de l'entreprise gérée par des tiers. Donc, mon périmètre de sécurité, il est beaucoup plus vaste que l'entreprise dans les murs. C'est une responsabilité dans et hors les murs. Donc, ayez bien en perspective ça, et l'IE va aider à ça, à cette approche globale, un peu plus ouverte, un peu plus élargie. Donc, il faut bien, surtout avoir cette notion inscrite quand on parle de sécurité, à mon sens. Et donc, pour reprendre ce que je disais, donc on a ce grand univers intelligence économique où on va devoir se soucier de veille, de sécurité, d'influence. Donc ça, c'est le cercle le plus large. On va vraiment prendre de la hauteur, on va devoir regarder tous ces univers-là. Quand on va s'intéresser à la sécurité du SI, on rezoome un petit peu plus fin. Dans l'IE, on a de la sécurité. Pas que de la sécurité du SI, mais on a cette norme ISO 27001 qui, elle, va s'intéresser à la sécurité du SI. Donc c'est un périmètre plus restreint, mais qui va s'inscrire dans ce grand bloc qu'est l'IE. Et puis plus finement encore, dans la sécurité du SI, on a un texte réglementaire qui est le RGPD qui va s'intéresser à la protection des données à caractère personnel. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on regarde bien, aujourd'hui, on a un cadre réglementaire et normatif. On a la famille des ISO 27000 qui va s'intéresser à 27005, la gestion du risque, les métriques de mesure, les bonnes pratiques, la 27002, etc. Tout ça, c'est la sécurité du système d'information. Et puis, on a la 27701 qui, elle, va s'intéresser à la protection des données à caractère personnel. Donc, c'est un cadre réglementaire et normatif qui fait que l'IE, aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup. Elle est, à mon sens, occultée au profit de ces textes qui deviennent des textes contraignants. Qui plus est le RGPD, parce que là, il y a vraiment une obligation de se contraindre à ce texte et de respecter ce texte, sous peine de sanction. L'IE, aujourd'hui, il n'y a rien qui vous contraint à faire de l'IE. Ceci dit, si on veut être dans les clous d'un point de vue réglementaire et normatif, on rentre par la petite porte qui est le RGPD et puis on ouvre le spectre. Et l'idée, c'est vraiment d'élargir très fortement à tous les univers que j'ai cités, de la veille jusqu'à l'influence, pour avoir une approche pertinente du sujet. Mais effectivement, l'IE, aujourd'hui, ça devient quelque chose d'un petit peu abstrait, dont on parle peu, et qui, pour moi, transpire au travers de ces normes et ces règlements qui sont devenus les ISO 27000 et la 27701 sur le RGPD. Donc, je pense que si on doit rentrer par un axe, c'est celui-là, et puis après, élargir la vision. Alors, si on reprend les 3 thèmes, juste pour faire un petit, parce que c'est intéressant de voir l'évolution de ces matières-là et de comment ça a bougé au fil du temps. La veille, alors hier, loin ou moyennement loin, telle que je la pratiquais quand j'ai débuté professionnellement, donc loin, comme on dirait avec Damien, comme on le disait en introduction. Le hier assez loin, c'était quelque chose d'un petit peu complexe, qui était vraiment une affaire de spécialistes. La veille, ça se pratiquait comme ça, c'est-à-dire qu'on avait des bases de données professionnelles. Il y en a quelques-unes qui sont citées là sur le slide, Francis, Pascal, les bases de données de l'INRS. Moi, je faisais de la veille scientifique et technique pour des acteurs industriels. C'était de la recherche académique, c'était du brevet, et c'était vraiment une affaire voilà, d'opérateurs booléens, de et, de ou, de sauf. Fallait construire des stratégies de recherche qui pouvaient parfois faire 80 lignes, et qu'on injectait dans l'équivalent des moteurs de recherche, mais qui n'existaient pas à l'époque ou qui n'étaient pas encore grand public, et qui nous extrayaient de la donnée à valeur ajoutée. Donc la veille, on l'a pratiquée comme ça. Et je dis on l'a pratiquée comme ça parce que, bon an, mal an, ça existe toujours, ça peut toujours être une affaire de spécialistes. Mais les disciplines ont évolué. Et aujourd'hui, la veille, à mon sens, n'est plus tant une affaire de spécialistes, puisqu'aujourd'hui, on migre vers quelque chose qui est beaucoup plus facile à appréhender
parce que les outils ont évolué, parce que les moteurs de recherche sont ce qu'ils sont. Et on a l'OSINT aujourd'hui. On va faire de la recherche sur source ouverte avec des outils, ou pas d'outils d'ailleurs, mais enfin avec basiquement un moteur de recherche, on peut extraire beaucoup de choses quand on maîtrise correctement l'outil. Et il y a des gens qui vont être capables d'aller trouver de l'information, insoupçonnable, sur, basiquement, la ressource internet. Donc on n'est plus tant dans quelque chose de fermé et réservé à des professionnels, on est maintenant dans quelque chose qui est à la portée de tous et chacun quelque part dans son domaine est un spécialiste. Alors il n'en reste pas moins vrai que faire une recherche sur Google efficiente aujourd'hui, c'est faire une recherche construite et la logique des opérateurs booléens, les et, les ou, les sauf, reste vraie. Et une recherche qui est correctement construite sur Google va être beaucoup plus efficiente qu'une recherche qui va être, qui va pas être construite et sur laquelle on va juste poser un mot, sans croisement, sans recherche de champ particulier, sans voilà. On le voit, hein, là, par ce petit schéma, on résume un petit peu l'idée. Donc oui, à mon sens, c'est de moins en moins une affaire de spécialistes et chacun devient expert dans son domaine. Donc faire de la veille, finalement, c'est l'affaire des métiers maintenant. Chaque métier doit être acteur de veille pour son propre métier. Donc on a des infos qualitatives en sécurité du SI, maintenant au travers de divers canaux. Effectivement, à R&D, il va y avoir des axes de veille, les comptables, ils vont avoir leurs axes de veille. Chaque expert métier a la charge de sa propre veille métier et il ne va plus la confier à un tiers externe à l'entreprise ou quelqu'un même dans l'entreprise dont ça serait la fonction principale. Donc le métier évolue et c'est pour ça aussi que, moi, très clairement, je suis passée de chargée de veille à, plutôt orientée cybersécurité aujourd'hui, parce que les préoccupations sont plus au même endroit et que les outils sont devenus beaucoup plus facilitants, pour les gens des métiers. Donc la veille, voilà, elle a connu cette évolution-là. Alors si on s'intéresse maintenant aux autres sujets et qu'on parle de la sécurité, dans la sécurité, il y a la cybersécurité, mais la cybersécurité, c'est un des aspects de la sécurité, on est d'accord? Donc la cybersécurité, c'est bien, mais il ne faut pas regarder que le volet cyber. Et même si quand bien même on est acteur, de la sécurité du SI, il va devenir, il est évident que la sécurité du SI va passer par d'autres mesures que la stricte sécurité «technique» entre guillemets. Donc on va devoir, mettre en place des mesures juridiques dans l'entreprise qui vont accompagner la sécurité du SI. Donc la sécurité du SI, ou la cybersécurité, bah, elle va devoir s'accompagner de mesures juridiques comme des clauses dans le contrat de travail, qui vont devoir définir les rôles et responsabilités de chacun et là où le collaborateur, jusqu'où le collaborateur a le droit d'aller. Il y aura des clauses peut-être spécifiques sur des métiers particuliers. Un administrateur du SI va avoir des clauses peut-être particulières dans son contrat de travail qui vont définir, des règles de confidentialité ou de sécurité qui s'appliquent à lui plus qu'à d'autres. Donc le contrat de travail sera un outil pour contraindre, notamment à la sécurité. Pas que, hein, évidemment, mais notamment. Des clauses de confidentialité. Donc, des clauses de confidentialité qui vont s'appliquer alors aux salariés, donc qui pourraient être comprises dans le contrat de travail, mais des clauses de confidentialité qu'on va devoir faire signer à des tiers, externes à l'entreprise. Un stagiaire, basiquement, le stagiaire, il est volatile. Il va avoir accès, alors surtout si on prend un stagiaire, dans la partie SI, le stagiaire, va avoir accès à énormément de données. Est-ce que tous les mots de passe sont changés une fois que le stagiaire quitte l'entreprise? Alors, j'ai envie de dire quand on fait de la sécu, normalement oui. Après, rien n'exclut les clauses de confidentialité, parce que s'il y a pas de clause de confidentialité, les recours, vis-à-vis du stagiaire peuvent être beaucoup plus complexes après, si on n'avait pas pris des mesures comme celle-ci. Le stagiaire, le partenaire, des NDA, quand on est en négociation, en discussion avec des partenaires potentiels, voilà, donc la clause de confidentialité, des textes contraignants sur la confidentialité de l'information échangée, c'est nécessaire. Une charte informatique,
Alors, c'est la tarte à la crème, hein, mais combien de structures je croise aujourd'hui? Bon, là, évidemment, le public, je pense, est pas le public, béotien et qui sait pas ce qu'il y a dans une charte informatique, mais tous les jours, quoi. J'interviens dans des entreprises qui se disent: «Ouais, comment on construit une charte? Qu'est-ce qu'on met dans une charte?» Mais la charte, elle va accompagner effectivement, cette sécurité et cet outil-là, charte, il a vocation à partager, à vulgariser, à faire de la pédagogie vis-à-vis du salarié, donc à expliquer pourquoi on met de la sécurité et heu, il va mettre en place les règles, les bonnes pratiques à suivre et les sanctions qui s'imposent si on ne la respecte pas. Donc tout ça est un tout qu'il faut absolument pas négliger pour contraindre à la sécurité et se retourner contre, une personne qui ne respecterait pas les règles, le cas échéant. Et le règlement intérieur de l'entreprise qui va fixer là aussi les grandes règles, les bonnes pratiques, à tout point de vue, hein, qu'il s'agisse de sécurité, de bienveillance entre collaborateurs, enfin tout ce qui va, régir le fonctionnement de l'entreprise et la sécurité va passer par le règlement intérieur et par les règles qui y seront inscrites. La charte, je le rappelle par ailleurs, devra être annexée au règlement intérieur ou au contrat de travail pour être opposable. Donc tout ça, procède d'un tout, encore une fois, qui va faire que la sécurité, de la structure ne devra pas être faite que de mesures techniques, mais également de mesures juridiques. Alors en plus de mesures juridiques, ça pourra être aussi des mesures physiques. Heu, Si on protège techniquement correctement les installations informatiques, pour autant, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'autres mauvaises pratiques dans l'entreprise. Si on ne n'identifie pas, par exemple, les visiteurs, si on ne flèche pas, heu, si on n'accompagne pas, les personnes dans l'entreprise, peut-être se faire dérober du matériel ou se faire, plugger une clé USB sur un PC ou un serveur, sera, plus vite arrivé que si on accompagne le visiteur, si on le badge, si on réserve des zones de circulation à ce visiteur et si on fait en sorte qu'il ne soit pas livré à lui-même dans l'entreprise. Donc ça, c'est de la mesure physique, c'est pas de la mesure technique, c'est pas de la mesure qui relève du service informatique, mais ça va être un moyen de tracer le visiteur et de faire en sorte qu'il évolue pas seul dans l'entreprise et que la sécurité technique demeure. Alors là, c'est un peu violent, c'est du concertina. Oui, j'ai été amenée à travailler avec les bases militaires, soit, mais plus sobrement dans l'entreprise, on peut mettre des mesures de sécurité qui vont être, basiquement, des stores aux fenêtres pour pas qu'on voit les écrans, depuis l'extérieur. Une entreprise qui est au rez-de-chaussée ou même une entreprise qui est à l'étage avec un vis-à-vis qui ne protège pas, de la vue, les écrans des collaborateurs, fait qu'on va pouvoir capter de l'information. Alors c'est pas, j'ai parlé d'espionnage en introduction, bon, petit passage par le ministère de l'Intérieur qui fait que c'est absolument pas de la fiction ce que je vous dis là, hein. Capter une information parce qu'on a vu un écran ou plugger une clé USB sur un port USB dans une entreprise, c'est pas ça arrive régulièrement et c'est pas à négliger. Donc sécurité physique, fermer les portes basiquement, pas laisser les portes entrouvertes pour, faciliter le fumeur, qui va fumer sa cigarette, enfin voilà, la sécurité physique qui va accompagner la sécurité technique, la sécurité informatique. Malheureusement, on le néglige trop souvent. La cyber, OK, mais la donnée papier reste une donnée, sortante qui va faire que ah, Damien revient. Je dé Non, j'ai pas dérapé encore, hein, pas encore. Qui Tu me dis, hein, tu me dis. La donnée papier, c'est une donnée à laquelle il va falloir s'intéresser parce que, si vous imprimez des codes, sur de la documentation qui finit dans la poubelle et qui est pas broyée, le broyeur, ça reste un accessoire, indispensable, et pensez à préserver vos données sous notamment ce biais-là. Détection, alarme, sécurité physique, enfin voilà, c'est vraiment la sécurité périmétrique et la sécurité d'un bâtiment va accompagner la sécurité numérique, donc à ne pas négliger. Et enfin, les mesures techniques, la protection, des sorties sur les copieurs.
Combien de fois je me suis retrouvée dans des halls d'entreprises, des services d'accueil, des secrétariats où les copieurs sortaient des copies, il n'y avait personne à côté, et puis pour partir avec les copies. Donc, on touche le numérique notamment, mais pas que, le contrôle d'accès. Et puis effectivement, la vidéosurveillance. Donc tout ça, c'est vraiment un ensemble qu'il ne faut pas négliger. Il faut tout prendre en compte pour arriver à quelque chose de complet. Pour finir un petit peu sur les aspects de protection, il y a également la protection des savoir-faire. Alors, Institut national de la propriété intellectuelle, protéger les savoir-faire de l'entreprise, alors quels qu'ils soient. Si l'entreprise crée, elle va sécuriser les données dans ses serveurs, ok, elle va protéger ses contenus, elle va protéger ses idées, mais elle peut aussi utiliser les titres de propriété intellectuelle. Alors, elle peut déposer des noms de domaine, elle peut protéger en déposant des marques, elle peut déposer des enveloppes sous l'eau. Je ne vais pas détailler tous les titres de propriété intellectuelle. Elle peut utiliser le droit d'auteur, elle peut protéger des dessins, des modèles, déposer des brevets. Donc ça, ce sont autant de moyens de protéger les savoir-faire de l'entreprise, donc à activer nécessairement. Le secret reste une façon de protéger ses savoir-faire, et le titre de propriété intellectuelle n'est pas forcément indispensable si on innove et si on crée. La négligence reste un axe qu'il va falloir encadrer. Se faire voler ses matériels, les discussions, les conversations et la vue des écrans. Alors, notamment dans les transports en commun, mais effectivement, le filtre confidentialité, ça reste là aussi une tarte à la crème, mais bon, c'est encore trop peu pratiqué par les usagers. Donc, tout ça sont autant d'axes de vigilance qui vont faire que si on ne s'en prémunit pas, voilà, la sécurité physique aura beau être ce qu'elle est, voilà, tout ça fait qu'on peut quand même récupérer la donnée, l'information et pénétrer le système d'information de l'entreprise. Je termine avec l'influence. J'ai mis influence versus lobbying. L'idée de l'influence, c'est de bien maîtriser sa communication sortante. Être présent dans les réseaux, c'est capital, les clubs, les associations. Si on veut être visible, ça passe par là. Visible, effectivement, réseaux sociaux, médias, Internet. Bien gérer sa communication de crise. Si on a un incident, ne pas négliger comment on communique sur cet incident. Disposer d'un porte-parole unique, avoir des verbatims, des canaux, des relais qui soient maîtrisés. Ne pas dire n'importe quoi par n'importe qui, ça c'est indispensable. Donc il y a un garant de la communication et notamment de la communication de crise. Classifier l'information, déterminer dans l'entreprise ce qui est confidentiel, ce qui ne l'est pas, ce qui a le droit de sortir, ce qui n'a pas le droit de sortir. Si les collaborateurs ne sont pas informés, ils ne le savent pas. Donc faire de la sécurité, si la SI sait qu'elle doit protéger des données et mettre une sécurité plus du chiffrement, mais que derrière, le collaborateur imprime des documents, les sort, les communique parce qu'on ne lui a pas dit que c'était confidentiel, forcément, ça ne marche pas. Alors, la mauvaise maîtrise de la com, c'est ça, c'est le détournement d'image. Je passe rapidement, les slides seront partagés. Donc, le détournement d'image, ça peut être assez calamiteux. Kiloutou a été victime notamment de ça il y a quelques années déjà, dans le cadre de la GPA. C'est, attention, faire du lobbying, ça c'est encadré. Il faut savoir qu'il y a une haute autorité en France qui encadre les démarches de lobbying. Donc faire du lobbying, ça se déclare. On ne peut pas aller faire du lobbying auprès de nos institutionnels, auprès de nos députés, rejoindre l'actualité, ou auprès de nos élus sans officialiser ces démarches de lobbying. Donc c'est quelque chose de très encadré. Le bad buzz. Là, j'ai pris Perrier, mais il y en a des tas d'autres. Effectivement, une campagne de pub qui, effectivement, n'est pas comprise ou qui dérape complètement, c'est un problème d'image. Ou là, effectivement, taper sur des acteurs qui ne sont pas, qui peuvent considérer que c'est une démarche qui n'est pas légitime, eh bien, ça peut amener à des condamnations et ici, une amende pour une campagne de publicité maladroite. Donc ça, c'est la mauvaise maîtrise de la communication. Donc faire de l'IE nécessaire. Donc le SI, il est au cœur de tout ça, mais s'il ne s'appuie pas sur les autres axes, ça ne marchera pas.
Et faire de l'IE pour éviter quoi? Bah, par exemple, un David Delostre qui se retrouve à l'antenne de France 5, après un démarche de hacking et avec derrière lui des mots de passe et des codes qui font qu'il y a une deuxième attaque en rafale et que la chaîne se refait hacker. Ne pas avoir des codes affichés sur les portes pour qu'on les ouvre malgré le petit boîtier de sécurité qui va bien et ne pas être maladroit dans sa communication, comme a pu l'être notamment Mister Assure en utilisant le décès de Christophe de Margerie, patron de Total qui s'est crashé en avion avec cette petite accroche, pensez à souscrire une assurance vie, les accidents sont vite arrivés. Voilà, l'IE, c'est un peu tout ça. Donc, une fois que vous maîtrisez tout ça, bah, la sécurité du SI, elle est au cœur du réacteur, mais elle se doit s'appuyer sur tout le reste. Voilà en synthèse, et en accélérant un peu sur la fin pour tenir le timing, Damien. Et je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, merci de votre attention. Alors déjà, merci. Merci Florence, c'était très clair. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et prendre la parole. Et comme la première est toujours la plus difficile, je vais me permettre. Vas-y. Alors, j'ai moi 2 questions. Je vais commencer peut-être par la plus courte. Est-ce que tu as à nous conseiller des formations ou auto-formations type MOOC ou ce genre de choses, plus ou moins, correctes sur le sujet de l'IE? Sur le sujet de l'IE, type MOOC. Alors, je pourrais renvoyer un lien sur un MOOC IE, oui. Il en existe un, il n'y a pas énormément de choses, mais il y a un MOOC que je renverrai qu'on pourra joindre au support ou l'intégrer dans le support même. Ça, c'est possible. Sinon, je recommande très fortement, alors l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de la défense nationale, fait des sessions intelligence économique. Donc, ça peut être des sessions courtes qui sont destinées à des professionnels, c'est pas forcément de la formation continue. Donc, il y a un cursus intelligence économique très complet qui est plutôt bien fait. Voilà, donc je pourrais vous renvoyer vers des choses effectivement sur l'IE. Il y a pas, enfin, il y a des écoles, il y a des parcours, hein, il y a des choses. Je sais pas si c'est très, je sais pas si c'est très porté d'ailleurs. J'ai l'impression, comme je le disais, que compte tenu de l'évolution des outils, des supports, du contexte, l'IE a jamais eu bonne presse en fait, mais c'est pas évident de rentrer dans cette matière qui, pour moi, est indispensable, quoi. Quand on veut maîtriser le système d'information, on fait de l'IE, quoi. Mais voilà, ça va sans dire, ça va mieux en le disant. Donc voilà, donc il y a quelques parcours comme ça. J'enverrai des choses. L'IHEDN, regardez, et je renverrai le MOOC également. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Bon, est-ce que, je sais pas, je serais curieuse de savoir déjà si bon, les personnes qui étaient là connaissaient le sujet ou pas du Alors, tout. on peut leur demander. Ouais, Attendez, voilà. Comme je vois pas le Heu, chat. hop, on a, Sylvain Correa qui a une question. Eh bien, Oui, je vous Oui, écoute bonjour, vous m'entendez? oui. parfaitement. Bonjour Oui, Sylvain. donc bonjour Florence. Donc Sylvain Correa-Prazeres, délégué à la protection des données du département de l'Eure. Je viens d'écouter la présentation et merci Florence pour l'éclairage. Moi j'ai 2 petites remarques. C'est au niveau des mesures de protection. On a vu un moment un passage sur le destructeur de documents. Oui. Juste pour ceux qui demain potentiellement auraient besoin d'un destructeur pour protéger cette partie de données qui finirait dans la rue, attention à la classe de protection en fonction de ce que vous avez comme document à protéger, en fonction aussi de votre structure, entre privé ou public. Parce que bah, si vous êtes une grande collectivité, bah, il faut au minimum du P4, P5. Et si vous êtes OIV, il faudrait plus aller sur du P6, P7. Après, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais voilà, c'était une petite précision à noter quelque part si un jour vous êtes sur ce sujet-là. Et la Ouais. deuxième point, c'était sur la négligence dans le train, c'est
folie dès qu'on prend le train. Il y a toujours quelqu'un qui laisse son PC pour aller aux toilettes ou je ne sais où et en plus, il le laisse ouvert. En gros, on pourrait même limite, mettre une clé USB, pomper le disque dur, enfin, c'est alarmant et ça, Mmh. c'est vraiment nécessaire de faire de la prévention sur ça pour ceux qui ont des toutes les données sont importantes, plus ou moins, à un curseur différent, mais ça, c'est vraiment, un danger quand on prend le train et que les personnes s'en rendent même pas compte, quoi. Déjà, rien que pour se faire voler le PC, enfin moi je le laisserai pas. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, comme on dit Et tout le temps, le matériel, quand il est volé, on sait rarement si c'est pour la valeur du matériel ou pour la donnée qu'il contient. C'est vrai, quand moi je vois des opérateurs de centrales nucléaires qui sont dans le train sans filtre écran, badgés, identifiés, avec des plans, enfin, c'est juste effarant. Mais ouais, il y a un défaut de sensibilisation, je pense, et de rappel à l'ordre sur ces sujets-là. Et tout à fait. J'ai pas fait de retour d'expérience, mais comme toi, j'en ai croisé, plein. Et oui, mmh, P4, P5, P6, P7, oui, coupe longue, coupe croisée, effectivement, qui sont des paramètres à prendre en compte si on a de la donnée, sensible, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont payés pour recoller les morceaux quand on n'est pas en coupe croisée, ça existe aussi. ouais. Je vous confirme. Alors merci donc pour la question. Alors je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une, nouvelle question. Dans l'entre-deux, moi j'ai juste une question. Alors, tu as montré au début un schéma parlant, d'IE offensive, défensive et cetera. Est-ce que tu peux définir un peu plus ce qu'est l'IE, offensive? Parce que tout ce que tu nous as dit semble plutôt défensif et donc, qu'est-ce que l'IE offensive? Alors c'est vrai que mea culpa et c'est vrai que moi j'ai plutôt exercé sur le défensif, pour être très clair. Alors l'offensif, ceci dit, l'offensif c'est beaucoup l'influence, voire le lobbying. Le lobbying, c'est vraiment, l'intelligence économique. Attends, je reprends le schéma parce que je suis revenue en arrière sans revenir complètement. Il est où? Il est au Il voilà. était, ouais. C'est vraiment le lobbying. Faire du lobbying, c'est, par exemple, alors une forme aboutie de lobbying, c'est, participer, être dans les comités rédactionnels normatifs, dans ton secteur d'activité. Donc c'est, être à l'origine des textes qui vont régir le fonctionnement d'un métier, d'un environnement sectoriel, et être vraiment, côté, décideur pour impulser un cadre d'exercice, par exemple. Donc ça, c'est une forme de lobbying, et une forme d'action offensive de l'intelligence économique. Faire du lobbying, ça prend diverses formes. Ça peut être, agir quand tu es dans l'agroalimentaire aujourd'hui pour que, quand tu es un Ferrero, que l'huile de palme soit, ou pas, acceptée dans les produits agroalimentaires et dans quelle proportion. Donc c'est de l'action offensive. Faire de la veille, c'est aussi quelque part, c'est une forme d'action offensive, c'est-à-dire que tu vas chercher de l'information. Tu, tu es en démarche d'aller au-devant de l'information, tu vas capter l'information dans ton environnement, pour te servir tes propres intérêts. Alors la plus offensive, c'est clairement l'influence, le lobbying. La veille, elle peut être offensive et puis quand on bascule en sécurité, on est défensif. Mais voilà, le volet influence, le réseautage, la présence dans les réseaux, être présent dans les réseaux, se montrer, communiquer sur ce que fait ton entreprise, sur ce qu'elle est, s'imposer comme un acteur incontournable, comme un acteur majeur, devenir leader d'un secteur d'activité. Tout ça sont des actions offensives. C'est vraiment voilà, la démarche, oui, à l'opposé du défensif et de la protection de l'information et du maintien du secret, c'est au contraire se montrer. En gros, dans le défensif, tu gardes le secret, tu préserves une confidentialité, un secret, un savoir-faire, une technologie, une innovation. Et puis, l'offensif, tu maîtrises ta communication, tu fais jouer tes relations, et tu t'imposes, en fait. Donc, voilà, il y a le discret et puis il y a l'exubérant. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Alors si je résume, hein, la sécurité offensive, c'est plutôt, aller
Lié offensif, je dirais Défendre, plutôt. Ouais. pardon, oui, lié offensif, c'est aller défendre ses intérêts de façon active, et non pas aller, se servir de l'IE pour attaquer, ou Ah non, pour bon, ouais, pour décrédibiliser ses concurrents. contrairement au sens, militaire, oui, on n'est pas dans une logique d'attaque. On n'est jamais alors on est toujours dans une action légale et autorisée. Donc tu ne dois jamais, effectivement, dénigrer, attaquer, voler, piller, voilà. Tout ça est banni dans l'IE. L'IE, elle reste légale, toujours. Donc tu utilises les outils qui sont à ta disposition pour mener des actions effectivement offensives ou défensives. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, alors.